Now, welcome back. Bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent en direct, nous nous réunissons aujourd'hui pour continuer notre examen de la teneur du projet de loi C-70, loi concernant la lutte contre l'ingérence étrangère. Nous poursuivons maintenant avec notre cinquième et dernier panel d'aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue. Sécurité nationale et le renseignement, l'honorable David McGuinty, président du comité. Bonsoir, M. McGuinty, pardon. L'honorable France Lincoln, sénatrice et membre du comité. M. Alex Ruff, député pour Brome, Grey, Owen Sound et membre du comité. Ils sont accompagnés de Mme Lisa Marie Hinman, directrice générale du secrétariat du comité. Donc, je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous invite maintenant à faire vos déclarations préliminaires et nous allons commencer par l'honorable David McGuinty. Donc, M. McGuinty, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Chair. And... Merci, Monsieur le Président et honorable membre du comité, pour votre invitation à comparaître ce soir dans l'examen du projet de loi C-70. C'est un plaisir de discuter du point de vue du CPSNR sur cette proposition à la lumière de la publication de son dernier rapport spécial sur l'ingérence étrangère dans les processus et institutions démocratiques du Canada. Ce rapport est un nouvel exemple d'examen unanime et non partisan de la réponse du gouvernement à une menace pour la sécurité nationale par un comité composé de sénateurs et de députés bénéficiant d'une habilitation de sécurité appartenant à tous les partis et groupes importants. C'est pourquoi je suis accompagnée de mes collègues et de vos collègues, l'honorable France Lincoln et Alex Ruff, député Bruce Grey Owen Sound, ainsi que Lisa Marie Hinman, directrice exécutive du secrétariat du comité. Nous allons limiter nos commentaires sur le sujet en question ce soir. Nous sommes ici plus précisément pour vous aider à comprendre le raisonnement qui sous-tend les conclusions et les recommandations unanimes du comité à l'égard de certaines propositions du projet de loi C-70. Notre comité jouait d'une position unique pour vous aider à cet égard. Tout d'abord, on pourrait dire que nous avons développé une certaine expertise dans l'étude de cette question parce qu'il s'agit de la troisième fois que le comité s'intéresse à la réponse du gouvernement à la menace que représente l'ingérence étrangère au Canada. Le comité s'est penché sur la question de l'ingérence étrangère pour la première fois dans le cadre de son rapport spécial de 2018 sur la visite officielle du premier ministre en Inde. Quant au rapport de 2019, il s'agissait d'un examen plus approfondi des activités d'ingérence étrangère de 2015 à 2018. La dernière étude prend appui sur ces deux rapports. Deuxièmement, les membres du comité ont accès à des informations hautement confidentielles qui ne peuvent être discutées en public. En d'autres termes, nous avons examiné les rapports des services de renseignement qui soulignent la nécessité de ce projet de loi. C'est pourquoi nous nous présentons devant vous, non pas en tant que décideurs politiques, mais en tant que comité ayant une vision privilégiée des raisons pour lesquelles il est nécessaire et crucial d'avoir une réforme législative. Ceci dit, le comité est un comité d'examen. Il y a certaines questions auxquelles on ne pourra produire de réponse. Comme pour son examen de 2019, le comité a constaté que l'ingérence étrangère dans les processus et les institutions démocratiques constitue une menace sophistiquée et omniprésente pour la sécurité nationale qui porte atteinte aux droits démocratiques des Canadiens ainsi qu'à l'intégrité et à la crédibilité du processus parlementaire. Les activités d'ingérence dans les activités du gouvernement ont ciblé tous les niveaux de gouvernement, les groupes de différentes organisations, que ce soit parlementaires, des journalistes, des communautés culturelles et autres. Le cadre juridique canadien ne permet pas aux agences de sécurité et aux services d'application de la loi de contrer cette menace. En d'autres mots,
nous avons remarqué qu'il manque des outils pour traiter de l'ingérence étrangère. Cela contribue à une situation où on a peu de désincitatifs pour les agents, les États et leurs mandataires au Canada. Le Canada est donc vulnérable. C'est pourquoi notre première recommandation en ce qui a trait au projet de loi C-70 était que le gouvernement comble plusieurs lacunes avant les prochaines élections fédérales dans 5 domaines clés. Tout d'abord, le comité a recommandé la création d'un registre de transparence sur l'influence étrangère, élaboré avec soin pour éviter la stigmatisation des communautés ethnoculturelles et pour protéger les droits et libertés des Canadiens. La législation devrait préciser quels comportements peuvent être qualifiés d'ingérence. Elle aura un effet dissuasif sur les agents des États étrangers, fournirait à la GRC des façons d'enquêter. Une législation similaire dans des pays alliés comme l'Australie et les États-Unis s'est avérée être un outil utile pour la police afin de répondre à l'ingérence étrangère. Un registre de transparence favoriserait de l'influence étrangère favoriserait également la transparence, à l'instar du registre des lobbyistes. Le droit pénal ne définit ni n'incrimine l'ingérence étrangère. Le comité a recommandé de modifier le code pénal, ou le code criminel plutôt, et la loi sur la sécurité de l'information en ce sens. L'un des principaux défis pour la communauté de la sécurité et du renseignement identifié par le comité est l'absence d'un seuil d'action convenu. Une définition claire et moderne de l'ingérence étrangère permettrait de préciser quelles activités sont ou ne sont pas considérées comme une menace. Cela devrait garantir que les ministères élaborent des définitions normalisées de ce qui constitue un seuil d'action. Troisièmement, la loi sur le SCRS montre qu'elle a pris de l'âge. Il est à noter que la loi n'autorise pas le SCRS à fournir des informations classifiées aux parlementaires ou à d'autres ordres de gouvernement. Il est difficile d'informer et d'avertir correctement les parlementaires et les autres niveaux de gouvernement. Les difficultés s'étendent également à l'échange d'informations avec des enquêteurs qui ne sont pas des agents de la paix tels que des agents électoraux, afin de permettre des enquêtes, de porter des accusations ou de soutenir les poursuites. C'est pourquoi le comité recommande de moderniser la loi sur le CRS afin de faciliter le partage plus large des informations classifiées, et c'est dans ce projet de loi. Quatrièmement, le comité recommande au gouvernement de résoudre les difficultés liées à la conversion du renseignement en preuve. Renseignement en preuve. Les organismes du renseignement protègent avec grand soin leurs techniques de collecte de nature délicate, leurs sources confidentielles et les renseignements transmis par des alliés. Le comité a relevé plusieurs cas au cours de son examen où les services de renseignement n'ont pas communiqué d'informations à des organismes d'application de la loi, dont la GRC et le Bureau du commissaire aux élections fédérales, par crainte que l'information soit divulguée devant les tribunaux. Selon le comité, il s'agit là d'un problème très sérieux. Nous encourageons le gouvernement à continuer d'envisager d'autres options législatives pour résoudre pleinement le problème. Cinquièmement, le comité a examiné des informations troublantes suggérant que les processus de nomination et des courses à la direction sont particulièrement vulnérables à la gérance étrangère. Il s'agit d'une lacune importante. Le nombre de circonscriptions au Canada qui sont considérées comme des sièges sûrs pour un parti ou un autre, et comme le nombre de votes nécessaires pour changer le résultat est petit, eh bien, un acteur étranger peut favoriser son candidat préféré. Si la loi électorale du Canada impose des sanctions administratives en cas de collecte de fonds par une entité étrangère, le Canada ne criminalise pas l'ingérence dans les nominations ou dans tout autre processus d'un parti politique. C'est pourquoi le comité recommande au gouvernement de réduire les vulnérabilités dans les courses à l'investiture et les courses à la direction. Nous sommes encouragés par la nouvelle influence sur les processus politiques ou gouvernementaux contenus dans ce projet de loi.
Comme le note le comité dans sa deuxième recommandation majeure concernant le projet de loi C-70, le gouvernement devrait également engager tous les partis politiques à déterminer si les processus de nomination des partis devraient être inclus dans le cadre de la loi électorale du Canada. Cela signifie que le processus d'investiture des partis serait soumis au contrôle d'Élections Canada et du bureau du commissaire aux élections fédérales. Il faudrait travailler pour déterminer si le mandat du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique et du commissaire à l'éthique du Sénat pourrait être révisé pour inclure les préoccupations relatives à l'ingérence étrangère. Actuellement, l'ingérence étrangère n'est pas définie dans la loi sur les conflits d'intérêts ni dans le Code des conflits d'intérêts de l'une ou l'autre des chambres. Ainsi, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique et le commissaire à l'éthique du Sénat ne sont actuellement pas expressément habilités à enquêter sur le sujet. Dans sa troisième recommandation majeure concernant le C-70, le comité a demandé au gouvernement de revoir et renouveler la législation, les stratégies et le financement en matière de sécurité nationale afin de s'assurer qu'ils suivent l'évolution de la menace. Chers collègues, la situation évolue. Cela vise à s'assurer que la communauté de la sécurité et du renseignement dispose des outils et des ressources nécessaires pour répondre à la menace d'une manière qui décourage les efforts d'ingérence. Cela doit inclure des dispositions relatives à l'examen parlementaire dans la législation. Ces révisions statutaires sont essentielles pour déterminer comment le Canada évolue face à la menace. Nous sommes heureux de voir qu'il y a un examen quinquennal dans les amendements à la loi sur le SCRS. Le gouvernement doit également respecter les dispositions de révision prévues par la loi. J'inclus à cet égard la révision de la législation d'habilitation du CPSNR. Le fait de faire passer les délais ne donne pas l'impression que le Canada prend au sérieux son cadre législatif en matière de sécurité nationale. All in all, Bill C-7. Le projet de loi C-70, du point de vue du comité, est un bon début. Et j'aimerais dire que tous nos rapports résultent du travail dévoué de mes collègues qui siègent au comité et du personnel qui travaille depuis sa création. Toutes les conclusions et recommandations dans les 13 rapports du CPSNR ont été formulées entièrement sur la base d'un consensus entre tous les membres. Cela est dû à notre engagement constant à traiter les questions de sécurité nationale et de renseignement de manière non partisane, et nous traitons tous ces aspects de façon non partisane. Sur ce, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Thank you so much, Mr. Merci beaucoup, M. McGuinty. Nous passons maintenant aux questions. J'aimerais vous rappeler que vous avez 4 minutes pour chaque question, y compris la réponse. Veuillez poser des questions courtes afin qu'on ait le plus grand nombre d'interventions possible. Sénateur Beam, suivi du sénateur Kutcher. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président, et merci, M. McGuinty, et aux autres membres du CPSNR d'être avec nous. Merci pour le bon rapport que vous avez produit. Monsieur McGuinty, dans vos remarques, vous avez mentionné d'autres pays. J'aimerais aller dans cette direction. Surtout les pays qui ont la tradition de Westminster. L'Australie tient un tel registre depuis 2018. Un projet de loi a été adopté au Royaume-Uni aussi à cet effet. Vous en avez un peu parlé, mais c'est nouveau au Canada, y compris la façon de traiter de la confidentialité. Il y a des choses que vous ne pouvez nous dire. Je n'ai plus ma code de sécurité très secrète, personnellement. C'est un enjeu complexe. Et aussi, y a-t-il quelque chose qui pourrait nuire au brefage pour de nouveaux parlementaires, que ce soit en cet endroit ou dans l'autre, au fur et à mesure qu'ils sont nommés ou élus? Il pourrait y avoir de l'information non classifiée qui établit les règles. Par exemple, dans votre rapport,
vous parlez du rôle des diplomates qui sont accrédités au Canada. Comment discuter avec ces personnes? Alors, voilà mes questions. Merci, sénateur, pour la question. Nous n'avons pas établi de comparaison avec nos partenaires du groupe des 5 ou nos partenaires des pays de style Westminster. À certaines occasions, nous avons vu que l'Australie, le Royaume-Uni étaient plus avancés que nous sur ces sujets. J'ai remarqué qu'il y a des peines criminelles dans ces pays. Il est important pour nous et pour vous qui vont étudier le projet de loi 670 et qui l'amélioreront de tirer parti de cette expérience. En général, le comité n'est pas d'accord avec le fait que c'est nouveau au Canada. En fait, ce n'est pas nouveau ici. Le Canada est au courant des enjeux depuis des décennies. Nous croyons que le temps est venu d'agir rapidement pour rattraper le temps perdu par rapport aux autres pays. Quant au brefage des parlementaires, nous avons soulevé cet enjeu depuis 5 ans. L'examen indique que nous avons parlé au premier ministre et à des agents principaux. Nous avons demandé à ce que les parlementaires soient brefés dès leur assermentation et peu de temps après. L'ingérence étrangère n'est pas une influence étrangère. Il y a des façons cachées dans l'ingérence étrangère qui sont les représentants qui représentent un acteur malicieux ou malveillant. Comment se protéger? Quelles questions poser? Qu'en est-il de votre personnel? Ceci dit, nous voulons établir ce point. On se concentre sur le Parlement, les parlements et les parlementaires, mais il est très important aussi de comprendre que l'examen va au-delà du Parlement, et non seulement au niveau provincial, fédéral, mais aussi au niveau provincial et municipal. Il s'agit d'un problème de société. Nous avons reçu des informations qui nous ont permis de parler, de voir ce qui se passe dans les conseils d'administration, dans la société et ailleurs. Nous demandons au gouvernement de faire des briefages auprès du Parlement. Le ministre de la Sécurité publique avance de ce côté-là. Nous avons aussi d'autres mesures d'éthique du côté de la Chambre et du Sénat afin que les deux chambres du Parlement connaissent les risques. Please. Thank you. If I may just add. Merci. J'aimerais ajouter qu'évidemment, les deux chambres contrôlent leur processus quant à ces enjeux. Depuis le rapport de 2018 sur l'ingérence étrangère, j'ai demandé d'avoir des briefages suffisants pour les sénateurs et sénatrices par les services de sécurité pour le Sénat. Si vous faites partie du bâton noir, je vous encourage à écouter attentivement les renseignements partagés par le CRS et par les services de sécurité. Ainsi, les parlementaires peuvent faire leur travail en étant pleinement informés. J'ajouterai aussi le personnel. Thank you very much, Chair. Thank you for being here and Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre excellent travail dans ce rapport et pour d'autres travaux. On mentionne que les Canadiens et Canadiennes ne connaissent pas l'étendue des actions répressibles des acteurs étrangers. Dans vos deux derniers rapports, vous avez formulé différentes recommandations qui auraient pu être abordées dans ce projet de loi. Monsieur McGuinty,
Vous avez fait allusion à quelques-uns de ces éléments. Quelles recommandations du CPSNR auraient pu être ajoutées au C70, mais qui ne l'ont pas été, mais que vous croyez méritent d'être dans le C70? Pour ma deuxième question, dans votre rapport, vous indiquez que la GRC n'a pas la capacité de traiter les différentes menaces. Que serait-il nécessaire à cet égard? Je ne me souviens pas exactement de nos indications quant à la GRC. Je sais que pour notre examen précédent, quant au mandat de la GRC, nous avons parlé de la centaine d'agents qui n'ont pas les capacités pour les différents défis auxquels est confrontée la GRC. Dans le rapport de la VG, il y a eu aussi des éléments à cet effet. Il y a deux éléments qu'il faut vraiment séparer, que nous avons dit dans le rapport qui s'applique au C70. Il y a des recommandations législatives, tout d'abord. La majorité des appels à l'action se retrouvent dans le C70, en partie ou complètement. Il y a des recommandations qui ne sont pas législatives de nature. Les recommandations législatives, soit la recommandation 1, avec 4 ou 5 puces, nous croyons que ces éléments sont reflétés en grande partie. Nous recommandons que le gouvernement définisse l'ingérence étrangère dans la loi pour qu'on puisse comprendre à quoi ressemble cette ingérence. Nous ne l'avons pas vu, cependant, dans le C70. Il s'agit d'un élément important, car nous ne trouvons pas une définition d'ingérence étrangère qui comprend tous les acteurs. Si vous demandez au chef de la police d'Halifax en quoi constitue de l'ingérence étrangère, ce serait difficile d'obtenir une réponse satisfaisante. Si vous demandez la question à un ministère ou un autre ministère, vous aurez probablement une définition du SCRS, mais il pourrait y avoir des confusions quant à la compréhension de l'enjeu. C'est un élément que nous considérons donc important. Il faudrait apporter cette définition dans le C70. Il y a des recommandations non législatives, notamment le rôle du commissaire à l'éthique. Nous croyons que c'est une question importante. Je ne sais pas pour le Sénat, mais les députés à la Chambre des communes doivent remplir des longs documents de divulgation, ce que j'ai fait il y a quelques semaines, mais je n'ai pas vu de référence quant à l'ingérence étrangère. Aucune question à cet égard m'a été posée. Je n'ai pas eu à divulguer des inquiétudes. Si je devais prendre le téléphone pour appeler au bureau du commissaire à l'éthique pour parler de mes inquiétudes quant à l'ingérence étrangère, serait-il possible d'obtenir de l'aide? Je n'obtiendrai pas de l'information utile le cas échéant. Voilà des éléments qui ne se trouvent pas dans le projet de loi. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui. Si vous posez la question sur les choses qui ne s'y trouvent pas, j'aimerais parler d'une de nos recommandations. Vous avez la recommandation qui indique des mesures législatives. Nous voulons encore une définition de l'ingérence étrangère. Nous voulons aussi regarder le processus de nomination pour voir si les partis politiques s'entendent, ce qui relève de la loi électorale fédérale. C'est un processus qui peut être initié par n'importe quel parti politique, mais ils peuvent tous participer au processus. Il y a des mesures non législatives, soit s'assurer que le rôle et le mandat du Conseil national de sécurité qui appuie les mandats et les structures. Cette question commence à être abordée, du moins si nous utilisons la période de l'examen. Il y a aussi des appels au gouvernement et de produire un rapport annuel et
de briefer les parlementaires sur les différentes menaces. Ce sont des éléments qui se trouvent dans le projet de loi, mais qui ne génèrent pas une réponse satisfaisante. Pouvez-vous répéter votre question, Monsieur le sénateur? Donc, votre recommandation est d'inclure une définition de l'ingérence étrangère. Effectivement. J'aimerais parler davantage des lacunes pour les forces de l'ordre, dont la GRC. Dans le paragraphe 153, il est question du dilemme des renseignements confidentiels et comment peut-on protéger les sources d'informations et comment peut-on maintenir le système d'échange d'informations. Je rappelle à tous les parlementaires et à quiconque qui est touché, comme nos conclusions du paragraphe 164, peut-être que nous allons avoir des rapports illégaux, mais c'est dans le but de protéger les méthodes dans notre processus judiciaire. Le projet de loi C-70 s'attarde à la façon d'échanger l'information, mais dans sa forme actuelle, on ne peut pas composer du deuxième aspect. Si les renseignements sont échangés avec les forces de l'ordre, j'encourage ce comité et les autres comités qui analysent le projet de loi d'examiner cette question. Suivi du sénateur Ousakos. Thank you, Chair, and thank you all for being here. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aussi remercier les témoins, surtout de votre travail remarquable. Vous mentionnez que c'est un bon point de départ. Et je comprends vos recommandations de précaution. Les différentes communautés de notre pays sont visées par de l'intimidation étrangère. Nous essayons d'examiner les questions sans perpétuer le racisme et les stéréotypes touchant ces communautés. Savez-vous comment nous pouvons augmenter la confiance de ces communautés, comment nous pouvons aider les agences de sécurité sans créer d'autres torts tout en protégeant la sécurité du Canada? Votre question est très importante. Elle nous a donné du fil à retordre. Voilà pourquoi, dans la version anglaise, à la page 13 de l'examen, il y a un encadré qui explique en détail la notion de répression transnationale. Nous croyons que cette question méritait une attention particulière. Nous avons défini la répression transnationale, comment celle-ci est appliquée. Nous avons utilisé des analyses de cas pour aller de la coercition du contrôle d'une communauté ethnique. Nous voulions aussi démystifier certains commentaires. Nous avons aussi abordé la question de poste de police pour que les Canadiens et Canadiennes puissent comprendre en quoi cela constitue. Nous avons expliqué leur raison d'être, leur emplacement, l'évaluation de la part du SCRS et ce que les États-Unis font quant à ces soi-disant postes de police et ce que la GRC fait en ce moment par rapport à cette question. Mais il faut trouver le juste équilibre. L'un des avantages du contexte canadien pour cet équilibre, pour revenir à la question du sénateur Habib, nous avons une charte des droits au Canada. D'autres pays n'en ont pas forcément. Donc, lorsqu'on parle des lois adaptées au contexte canadien, peut-être que ce n'est pas nécessairement si compliqué puisque nous avons une charte de droits et libertés que nous souhaitons être respectés à tout prix. Donc, cette question de répression transnationale est une nouvelle norme. Nous l'avons observée et définie. Nous espérons que le projet de loi C-70 soit en mesure de
composer avec les questions d'ingérence étrangère. Vous avez constaté une chose unique dans notre système parlementaire. La sécurité nationale touche les sénateurs et les députés, mais pour différentes raisons, nous ne pouvons pas en arriver à un consensus. Ça ne devrait pas être un enjeu politique, que ce soit à la Chambre des communes ou au Sénat. Nous devons travailler collectivement pour faire de notre mieux pour garantir la sécurité du pays. C'est primordial dans notre travail de parlementaire. Selon votre expérience, il semble que votre comité en arrive à un consensus pour chaque rapport. Quelles leçons pouvons-nous tirer de votre comité? Les autres pays semblent avoir attaqué cette question de façon intéressante, mais nous peinons de nous rendre du but 1 au but 2, mais nous nous efforçons d'améliorer la situation pour le bénéfice de ce pays. Notre comité peut arriver à ses fins par la noblesse de la raison d'être. Nous avons une approche non partisane. La sécurité nationale est une de ces questions et les changements climatiques seraient une autre question selon moi. Ce sont des choses qui doivent être retirées de l'arène partisane. Je pense que la bonne foi peut être très utile. Pour des délibérations multipartisanes, mais aussi pour l'obtention du bien commun. Et il y a un consensus parmi les parlementaires et dans d'autres paliers gouvernementaux qu'il faut que ce processus génère quelque chose de mieux. Les Canadiens et Canadiennes suivent de près ce dossier. Ils sont inquiètes à juste raison. Dans notre comité, nous avons l'impression d'assumer un rôle de sensibilisation pour exposer les Canadiens et Canadiennes à certains défis. Nous croyons que le projet de loi C-70 est très prometteur. Dans notre examen, nous avons souligné les bons coups du gouvernement lors de la période d'examen. Et nous avons une évaluation très franche des mesures. Il y a eu des entités qui ont été créées comme le CPSNR et aussi le protocole en vue des élections sécuritaires et d'autres mesures appliquées. Cependant, je pense que ce projet de loi peut être amélioré. Je me souviens de la maxime de négociation lorsque le négociateur affirme ne plus être capable d'avancer. Je parle à quelqu'un qui en connaît à propos de la négociation. La règle d'or en négociation, lorsque votre négociateur en chef affirme qu'il y a une impasse, vous changez les négociateurs et vous recommencez jusqu'à ce que le processus fonctionne. Mon collègue Alex Ruff peut aussi parler de cette question pour répondre à la question sur comment améliorer notre approche de parlementaire. Dans notre recommandation 6, il faut commencer les briefages immédiatement et les rapports annuels à ce sujet pour savoir qui est informé, qui n'a pas été informé. Ainsi, nous pouvons tenir les personnes imputables et chaque parlementaire, et j'encouragerais chaque Canadien et Canadienne à lire ce rapport du début à la fin et peut-être le lire une fois par année. Je pense que ce rapport permet de faire circuler le message. Ce n'est pas un rapport qui porte sur nos intérêts, mais il s'agit d'une problématique que nous voulons régler. Nous voulons nous améliorer quant à la sécurité nationale et le renseignement. Il faut se renseigner sur les menaces et les vulnérabilités, comment composer avec ces questions. Quickly? Yep. Go ahead. Thank you. Very quickly. Merci, je serai très brève. Il s'agit d'une chose à laquelle je pense la nuit. Je suis d'accord avec ce que Alex a dit. J'ajouterai ceci. Il y a un certain effet choc. Voici la réaction
de la part des deux chambres du Parlement. Il y a l'accent sur les parlementaires. Qui, quoi, où, comment. En tant que parlementaires, nous devons avoir une responsabilité élargie par rapport aux Canadiens et Canadiennes. Il y a des chercheurs, des universitaires qui sont touchés par l'ingérence. Il y a des sociétés privées, des organisations culturelles, les médias qui n'ont pas forcément signalé qu'ils étaient touchés par l'ingérence étrangère. Je pense que ces enjeux devraient nous unir. Je pense que nous devons nous élever au-dessus de la mêlée des dernières semaines. L'horizon est plus vaste. Il faut voir comment cet enjeu touche l'ensemble de la société canadienne et nous devons la traiter. Sénatrice Patterson et de la sénatrice Deacon. Thank you, colleagues, for being with us. Merci, chers collègues, d'être avec nous. En réalité, le Parlement n'a pas pu aider les Canadiens et Canadiennes. Bien que nos alliés du groupe des 5 du monde entier ont adopté des mesures législatives il y a longtemps et ont offert les mécanismes pour pouvoir entamer des poursuites et emprisonner les personnes pour leurs délits. Ici, nous n'avons pas la définition d'ingérence étrangère. Il y a eu le projet C-51 sur la loi sur la sécurité nationale. La première chose a été le C-59 pour réduire son montant. Nous avons des députés qui exigent de la législation pour un registre semblable. Il y a le S-237 au Sénat qui a été ajourné depuis 3 ans. Il est très semblable au C-70, mais aucun de mes collègues ne voulait en parler. Ce sont des inquiétudes importantes. Vous avez raison, sénatrice Lankin, que c'est un enjeu important, mais nous n'avons rien fait pour régler un problème important. Pourquoi ce processus est si long? Pourquoi toutes les routes mènent vers le bureau du premier ministre et il décide ce qui va être divulgué publiquement? Le CPSNR est entouré du secret à chaque étape et on nous répond constamment que ce sont des questions de sécurité nationale sensibles. Mais les Canadiens et Canadiennes veulent savoir comment nous réagissons. Ils nous tiennent imputables. Ils nomment des noms parce que certains fonctionnaires du SCRS étaient tannés du statu quo et ils ont laissé fuir l'information. J'aimerais savoir ce qu'il faut changer dans notre structure parlementaire pour augmenter la transparence et l'imputabilité. Thank you, Senator. Merci, sénateur. Bon, quelques éléments. Le comité a été clair. Il a dit au gouvernement qu'il agissait trop lentement. C'est un échec. Le Canada en ressent les conséquences. Les mots ont été choisis avec soin dans l'examen. Nous parlons du besoin d'agir maintenant, nous parlons du besoin d'agir de bonne façon, nous parlons des retards, nous parlons de la lenteur du processus et des différents retards. Les Canadiens et les parlementaires doivent comprendre davantage la question de l'information classifiée, du renseignement, du fait que ce ne sont pas nécessairement des preuves. Le fait d'avoir de présenter à la lumière des renseignements Nous ne sommes pas ici pour discuter de cela, mais il y a 20 ans, lorsque j'ai été élue, on discutait de créer une structure similaire au CPSNR. C'était ensuite M. Martin, ensuite Joyce Murray, ensuite finalement M. Trudeau a demandé à ce qu'on crée un tel mécanisme. Et je me souviens avoir discuté de cela avec le premier ministre Harper pour qu'il évalue la question. Et à l'époque, il n'était pas ouvert à cela. Peut-être qu'il le serait aujourd'hui. En fait, je crois qu'il le serait. Ce n'est pas une question de blâme. Il faut tous ensemble agir rapidement. Le projet de loi C-70 est un bon début.
Il peut être amélioré. Vous pouvez l'améliorer. Voilà ma réaction de base. Je crois que vous avez mentionné le caviardage. Le premier ministre ne s'assied pas à une table pour caviarder l'examen. Cela est fait de façon technique avec des critères établis dans la loi qui crée le CPSNR. Cela est dans la loi, l'article 38 de la loi sur le renseignement. Donc, nous savons comment ça fonctionne. Et on retire des informations qui, selon des critères établis. Ce n'est pas aléatoire et ce n'est pas politisé. Bon, nous pouvons vous dire, ayant siégé au CPSNR depuis le début, nous ne nous rappelons pas d'un moment où le gouvernement a tenté de politiser notre travail et l'examen des travaux du comité. Francis? Il faut tous garder ça en tête. Il y a beaucoup d'allégations qui ont été faites sur le sujet et qui sont fausses. Le caviardage est fait selon le cadre de la loi. La communauté de la sécurité et du renseignement, les différents comités comme l'OSSNR et le CPSNR sont liés par cette loi. Dans vos commentaires, vous avez parlé du manque d'accusations. Le défi, et les gens ne sont pas d'accord, mais le fait de transférer le renseignement en preuve est un enjeu. Nous chérissons notre Charte des droits et libertés qui protège les Canadiens. Son interaction avec les tribunaux et la façon de révéler les preuves à l'accusé sont des aspects importants. Il ne faut pas nuire aux sources ou à d'autres personnes. Et il faut traiter de ce qui nuit à notre pays. Avant d'être nommé en cette chambre, j'étais je siégeais au prédécesseur de l'OSSNR et il y avait des enjeux. Donc, nous avons l'occasion maintenant d'agir. Donc, je vous demande de trouver une façon d'aller de l'avant. Et ce n'est pas seulement une question d'aller rapidement. Tout est urgent, mais il faut faire un travail d'examen pour voir si le projet de loi fait bien les choses. En tant qu'organe parlementaire, contrairement à nos homologues de l'Australie, bien, nous n'examinons pas les projets de loi. Nous pouvons émettre des recommandations, mais le Parlement doit voir si le projet de loi est approprié. Sénateur Ousakos, j'aimerais revenir à la question des fuites. Vous avez raison. Nous avons stipulé au paragraphe 165 et 166 que la notion de fuite est inacceptable, c'est illégal. On n'est pas un patriote ou un lanceur d'alerte. On contrevient à la loi. Nous reconnaissons aussi une vérité inconfortable. Il faut traiter des lacunes dans la protection de la sécurité et ça a été ces fuites ont été un catalyseur pour aller de l'avant. Nous en sommes ici. L'information a été sortie. Nous croyons que c'est très dangereux d'avoir de telles fuites pour le renseignement, mais vous avez raison en stipulant que cela agit comme agent catalyseur. Merci. La sénatrice Deacon et du sénateur Carignan.
Thank you very much, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le rapport. Je crois qu'il est essentiel que les Canadiens puissent le lire. Sénatrice Lankin, je suis d'accord avec vous. Il faut se concentrer au-delà des parlementaires et des processus parlementaires. L'un des objectifs de l'ingérence étrangère est de retirer la confiance envers la démocratie. J'aimerais revenir à vos commentaires sur la redevabilité envers du côté des parlementaires et ailleurs. Dans l'article dans un article du Code de conduite des sénateurs, le commissaire à l'éthique peut demander des documents peuvent obtenir des documents pour faire une enquête. Je crois qu'on va avoir un processus d'examen si des allégations sont faites à l'encontre de parlementaires. Du côté des deux chambres, y a-t-il une façon pour les agents d'éthique de la Chambre ou du Sénat d'enquêter sur les comportements de sénateurs ou députés sans les exposer au public? Monsieur le Président, voulez-vous commencer la réponse? Bon, je pense que vous allez dire la question est si facile que même le président peut y répondre. La question est en fait très complexe. Le CPSNR ne traite pas de la responsabilité de la dissémination de l'information. Nous procédons à l'examen. Nous ne sommes pas propriétaires du renseignement. Cette question serait pour le gouvernement, savoir quels renseignements peuvent être partagés. Vous parlez de la version non caviardée du rapport? Ce serait une question potentielle. Votre comité est propriétaire de son rapport. Bon, maintenant, je vais demander à Lisa Marie de répondre à la question. Je crois que vous avez raison. La question pourrait être adressée au gouvernement. Le comité rédige le rapport et le partage avec les ministres qui sont responsables de notre loi. Le comité a-t-il recommandé au gouvernement qu'il devrait y avoir un suivi dans votre rapport et dans ce qui est sorti? Et entre nous, on a parlé du fait. Ce n'est peut-être pas un acte criminel, mais il faut étudier la question. Une recommandation a-t-elle été mise auprès du gouvernement par le comité qu'il faudra en discuter avec les groupes d'éthique des deux chambres? Le rapport, et en particulier la recommandation numéro 2, indique qu'on demande au gouvernement de discuter avec les partis politiques et il faut parler des deux chambres du côté des investitures et des candidats et de travailler avec les parlementaires pour voir si les règles du commissaire à l'éthique à la Chambre et au Sénat puissent traiter de l'ingérence. Il s'agit d'un précurseur avant que les commissaires à l'éthique des deux chambres puissent évaluer le tout et déterminer aussi quel accès aux renseignements ils peuvent avoir. Cela pourrait permettre aussi aux SCRS de partager plus d'informations. J'aimerais revenir aux commentaires du président de notre comité et du député Ruff concernant les parlementaires. On ne peut être responsable si on n'a pas l'information. Le brefage des parlementaires dès leur arrivée et de façon régulière et ce dont on a besoin pour comprendre que, bon, si quelqu'un nous approche, est-ce qu'on doit faire preuve de suspicion? Et on ne peut bien agir si on n'a pas eu de brefage. C'est une bonne première étape.
Et ensuite, on a toute la question des commissaires à l'éthique. Deacon, suivi du sénateur Carignan et du sénateur Cardozo. Thank you, and thank you for being. Merci et merci d'être avec nous. Merci pour votre rapport et aussi tous vos rapports. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment on agit à partir de ces rapports. Vous parlez du but du registre qui créerait une liste d'agents qu'on doit suivre. Vous parlez aussi des ressources pour ce faire et le fait qu'il faut bien faire les choses. On a souvent dit que les sanctions étaient fondées sur la conformité. Il y a eu peu de poursuites. Alors, le régime dépend des entités et des individus qui sont au courant de leurs obligations. Je m'inquiète qu'on puisse aller de l'avant avec le registre sans bien comprendre les choses. Croyez-vous que ce sera fondé sur la conformité? Et si c'est le cas, est-ce que ce sera efficace? Donc, je n'ai aucune idée. Cet enjeu n'a pas été exploré par le comité. Je vais en tenir compte. J'essaie de voir si dans les 98 pages du rapport, nous en avons traité. Je ne crois pas. Nous avons regardé du côté d'autres pays, tout en tenant compte que nous avons une constitution et une charte différentes aux autres pays. Le registre de l'influence étrangère, dans d'autres pays, dans leur système, a permis aux forces de l'ordre d'agir lorsqu'une personne aurait dû se conformer aux exigences du registre. Par exemple, aux États-Unis, ils ont fermé ces centres policiers de la Chine. Nous n'avons pas ce registre, donc on a différentes approches et sanctions et applications de la loi, et cela pourrait nous aider. Mais il s'agit d'une approche fondée sur la conformité, comme notre registre des lobbyistes. Merci. Sénateur Carignan, suivi du sénateur Cardozo et du sénateur Dean. Merci, M. le Président. Je veux juste aller peut-être continuer sur la question de la sénatrice Patterson et faire la précision que, parce que je suis membre du comité des conflits d'intérêts, notre code d'éthique prévoit déjà ça. On n'a pas besoin d'amender pour dire tu ne peux pas contribuer à de l'espionnage. On a des articles dans le code d'éthique qui sont assez larges pour inclure ce genre d'infraction-là, puis sanctionner un sénateur qui se comporterait de cette façon-là. Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas le nom. Le conseiller d'éthique n'a pas le nom. Donc, impossible d'enquêter et de sanctionner un comportement répressif. Le ministre Leblanc dit les chefs de parti, s'il y avait leur nom, au moins, ils pourraient ne pas signer leur lettre de candidature puis les tasser discrètement. On ne peut pas faire ça avec un sénateur. Il est nommé jusqu'à 75 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a un code d'éthique qui nous permet de sanctionner. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'il faut absolument publier les noms, ou transmettre les noms, ou trouver une façon de transmettre aux conseillers en éthique pour qu'une enquête appropriée soit faite sur les sénateurs qui sont soupçonnés d'avoir commis un acte. Deuxièmement, je suis un peu surpris de la réponse que vous avez donnée à mon collègue, le sénateur Oussakos, parce que vous n'avez pas traité d'amélioration qu'il pourrait avoir sur le système. Et quand on lit votre rapport, on voit le premier ministre. Vous dites que ce n'est pas le premier ministre qui faisait le write-off, là. Bien, ça m'inquiète, parce que la loi dit que c'est le premier ministre qui peut faire ça. Fait que si c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, déjà, il y a un problème. Mais disons que c'est le premier ministre qui l'a fait.
il y a toutes sortes de considérants là-dedans où on voit, pour des raisons politiques, il y a de l'information qui ne s'est pas rendue au bureau du premier ministre. Vous dénoncez plusieurs comportements, dont de l'omission puis de la lenteur du premier ministre. Puis vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, là, comme on dit, avec la main morte, là, le dos de la main morte. Mais c'est correct. Mais vous ne proposez pas de changement pour encadrer ou enlever ce pouvoir-là au premier ministre. Vous redonnez à vous ce pouvoir-là pour que vous puissiez faire cette évaluation-là à la place. Ça me surprend que vous n'allez pas plus loin dans vos recommandations sur la structure pour limiter le pouvoir du premier ministre et du ministre, parce qu'on le voit à des fins politiques, puis vous le notez, là, au paragraphe 160, des dirigeants de haut niveau ont parfois demandé aux organisations du renseignement de retirer des rapports publiés car ils jugeaient que les informations étaient trop sensibles sur le plan politique. C'est plus une question de sécurité nationale, là, c'est une question politique. Ça n'a pas sa raison d'être. Je regarde la liste des pays que vous avez notés. Il y en a un, c'est 3 astérix. Peux-tu savoir c'est quel pays? Dans l'intérêt là, public, là, que juste qu'on lève la garde sur ce pays-là. Là, on sait, Iran, ça va bien. L'Inde, ça va bien. OK, on fait attention. Mais le 3 astérix, c'est qui? C'est quel pays? Je ne comprends pas pourquoi ce pays-là n'est pas nommé. Donc, le premier ministre a jugé qu'il ne fallait pas qu'il le mette. Pourquoi? Juste avant de passer la parole à M. Ruff, je vais être parfaitement clair. Le processus de caviardage n'est pas effectué par le premier ministre. Et je peux vous assurer, au contraire, il y a eu des moments pendant les réunions que je dois avoir avec le premier ministre avant que le rapport soit déposé dans les 2 chambres. Il y a des moments où le premier ministre lui-même a personnellement intervenu pour pousser les cadres supérieurs du gouvernement pour être plus transparents et pour nommer des pays, par exemple. Alors, ce n'est pas le bureau du premier ministre qui passe à travers, qui effectue le caviardage. L'article 21.5 de la loi dit que le premier ministre peut. Oui. Il délègue évidemment la responsabilité à ses cadres, au PCO, à Justice Canada, dans les agences. On travaille de très près avec tous les joueurs dans ce domaine. Donc, je voulais juste simplement être clair sur la question de caviardage. Les autres questions, je vais demander à M. Ruff. So, just to build J'aimerais en rajouter à ce qui a été dit par M. McGuinty. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le premier ministre ne caviarde rien. C'est le processus qui permet de procéder au caviardage pour protéger la défense nationale et la sécurité nationale et les relations avec d'autres pays. Les critiques que vous soulevez et qui sont dans le rapport, eh bien, ce n'est pas un manque d'information, eh bien, c'est un manque de renseignements et de rapports de la communauté du renseignement. Et voilà pourquoi nous l'avons souligné. Rien n'a été caviardé dans ce rapport pour des raisons politiques. C'est caviardé pour des raisons légitimes de sécurité nationale et pour des relations internationales et des raisons de défense nationale. Pour en revenir à votre question, à savoir pourquoi, ou du moins quelle est la solution, ce n'était pas dans notre mandat. Le Parlement doit être saisi de la question. Si vous attendez à ce que notre comité joue un rôle plus grand, eh bien, notre rôle a dû commencer plus tôt. Bien, si vous croyez qu'on devrait jouer un rôle différent ou avoir des fonctions additionnelles, bon, la recommandation 2 indique que le gouvernement devrait participer au processus et parler aux partis politiques, à savoir comment s'attaquer aux problèmes et à des aspects qui ne sont pas de nature criminelle, mais qui doivent tout de même être traités. Peut-être qu'il s'agirait d'un autre organe qui le ferait. Il faudrait voir... Bon. Parce qu'on n'est pas en caucus, on était dans notre caucus pour l'argumenter plus. Mais, mais le mandat du comité, c'est d'examiner
le cadre législatif réglementaire. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dedans, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner. C'est votre travail de l'examiner. Suivi du sénateur Dean et de la sénatrice Dasco. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much for being here to... Merci beaucoup de votre présence pour parler de votre rapport. Merci pour votre travail. C'est encourageant et instructif de voir des personnes de différentes allégeances politiques travailler sur des questions de sécurité nationale. J'ai une question par rapport à la première recommandation concernant le registre. Il s'agit d'une demande de différents milieux depuis un certain temps. Croyez-vous que nos attentes sont trop élevées par rapport au registre? Les acteurs malveillants qui sont ici pour mener des actions malveillantes ne vont pas s'enregistrer. Comment peut-on surmonter cette difficulté? Notre comité ne pense pas que c'est une solution magique. Je ne pense pas que vous le pensez non plus, mais c'est un outil parmi un ensemble de mesures à la disposition du Canada. Nous pensons que le registre sera utile à différentes fins. Premièrement, en offrant plus de clarté sur ce qui constitue de l'ingérence étrangère et ce qui ne constitue pas de l'ingérence étrangère. Si vous asseyez avec des collègues et vous demandez quelle est la différence entre l'influence et l'ingérence étrangère, ce serait difficile d'obtenir une réponse. Et c'est normal, parce que ça ne fait pas partie de notre vocabulaire quotidien. Cette clarté pourrait être très utile. Le registre peut aussi clarifier nos attentes quant au comportement et l'ingérence étrangère. Ce n'est pas indiqué. Mon ami des sénateurs conservateurs, sénateur Youssef, elle le sait très bien. Vous avez posé une question sur la sensibilité de nos diasporas. Nous croyons que le registre pour la transparence en matière d'influence étrangère doit être bien conçu pour éviter la stigmatisation envers ces communautés, pour protéger les droits et libertés. Ce sont des droits et libertés pour lesquels nous avons lutté très fort. Nous pensons que le registre peut nous être utile. Et comme nos collègues de l'autre côté de la Chambre ont mentionné, qui est un peu en retard, nous pouvons tirer des leçons des autres pays. Ça peut nous aider à concevoir un registre en fonction de leurs leçons apprises. Merci. J'ai d'autres questions, mais je crois que d'autres membres veulent poser des questions. Vous avez le temps pour une autre question? Non, ça va. Suivi de la sénatrice Dasco et du sénateur Dalphon. Thanks, Chair. Thanks. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les témoins. Merci pour un autre magnifique rapport. Il est franc, il est transparent, il est accessible. C'était une très bonne lecture. Je pense que le nom est tout à fait à propos. Je pense vous mentionnez les différents acteurs qui s'adonnent à l'ingérence étrangère. Vous avez aussi mentionné comment les différentes organisations évoluent au fil du temps. Certains témoins ont suggéré que le gouvernement devrait faire des suivis et nous devrions nommer les différents acteurs des menaces dans le projet de loi. Mais les choses peuvent beaucoup évoluer en 5 ans, comme la situation a évolué au cours des dernières années. Ainsi, le gouvernement et les agences de sécurité pourraient communiquer régulièrement qui sont les acteurs principaux sans nécessairement l'enchasser dans le projet de loi pour que ce soit immuable
pour une durée déterminée. Le comité n'a pas d'opinion à ce sujet. Nous ne sommes pas penchés sur la nécessité de nommer les acteurs étrangers. Nous avons vu qu'il y a une hiérarchie d'implication dans l'ingérence étrangère. Est-ce que ça va évoluer? Oui, ça va évoluer. Les choses ont changé par le passé, ça continuera de changer. J'en suis très convaincu. La géopolitique mondiale évoluera. Je ne sais pas si nous pouvons ajouter grand-chose à ce sujet. Je ne sais pas si le fait de nommer des États pourrait être une solution. Je pense que ça pourrait vite devenir désuet. Je pense que ça deviendrait désuet rapidement. Vous pouvez suggérer un autre mécanisme à cet effet. Je pourrais peut-être revenir à la question du sénateur Carignan. Le nom des États qui a été cavardé pour certaines raisons. Et c'est un défi qui demeurera pour le gouvernement. Si nous souhaitons avoir un processus pour établir une liste. C'est une question louable. Les deux chambres doivent se pencher sur une façon de pouvoir diffuser cette information un jour pour les Canadiens et Canadiennes. Sénatrice Dasco, suivie du sénateur Dalphon et du sénateur Hu. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président. Heureusement, il y a déjà eu des réponses à mes questions. Il y a des élections aux États-Unis qui arriveront sous peu et ça touche un peu la liste des acteurs étrangers s'ils sont encore à jour. Monsieur McGuinty, vous avez parlé des circonscriptions qui sont presque garanties. Vous avez parlé du fait que l'ingérence étrangère peut se trouver dans ce type de circonscription. Alors que certaines recommandations de votre rapport se sont trouvées dans le projet de loi. Mais la surveillance de la mise en candidature n'est pas dans le projet de loi. Qu'en pensez-vous? Il s'agit d'une question importante, mais qui ne se retrouve pas dans le projet de loi. Est-ce que ça présente un problème pour notre système électoral? Nous allons avoir des élections d'ici 1 an et demi. Si nous penchons sur un processus qui n'est pas couvert et d'autres processus comme les courses à la chefferie qui ne sont pas inclus dans le projet de loi et d'autres aspects du processus politique mentionné dans le rapport ne se trouvent pas dans le projet de loi. J'aimerais connaître vos réflexions. Croyez-vous que nous allons générer de grandes lacunes quant à la sécurité et l'ingérence étrangère? Le projet de loi inclut une disposition qui porte sur l'influence des partis politiques et des gouvernements. Il y a une disposition à cet égard. Pour ce qui porte sur les processus de candidature et les courses à chefferie, notre recommandation, ce n'est pas que ce ne soit pas dans le projet de loi, mais de mobiliser les partis politiques quant à la problématique. À la Chambre des communes et ailleurs au Canada, il y aurait des fortes réactions qu'un gouvernement d'un certain parti politique impose son point de vue au détriment des autres. Il y a un rôle pour les parlementaires et les différents acteurs politiques d'être imputables des processus qui ont été recensés par les services de renseignement, mais particulièrement par ce comité qui souhaite plus de protection.
ces partis politiques doivent en arriver à une entente. Ce ne sera pas imposé par un comité parlementaire. Vous suggérez qu'il devrait faire la surveillance? Non. Je vais revenir à la recommandation. La recommandation 2 de notre rapport. Le gouvernement mobilise les partis politiques pour déterminer si les processus de candidature et les conventions de direction fassent partie du cadre de la loi électorale du Canada. Il s'agit d'une possibilité, mais vous devez déterminer si c'est la voie à suivre et chaque parti politique doit s'entendre. Si vous voulez agir rapidement, compte tenu de ce que vous dites, puisqu'il y a une question imminente, les partis devraient se rassembler pour régler cette question. S'il y a une entente sur la teneur de la législation, que la loi électorale, ce serait peut-être possible d'agir rapidement. Je suis sceptique par rapport au fait qu'on voudrait que ce processus soit sauvé par le système électoral. Dans le projet de loi 70, on prévoit des délits d'ingérence dans un processus électoral. Et dans cette définition, il y a la mise en candidature. Donc, le projet de loi porte déjà sur cette question et peut-être que ce serait possible d'apporter des changements en fonction de nos recommandations. Merci, Monsieur le Président. So my question will be exactly on... J'ai une question par rapport à l'article 53 du projet de loi. C'était une bonne introduction. C'était un amendement pour ajouter le mot « intimidation ». Selon des témoins précédents aujourd'hui, il y a les notions de répression transnationale. Les personnes qui sont exposées à la coercition, des menaces, surtout ceux et celles qui ont encore des membres de famille dans d'autres pays. Croyez-vous que l'article 53 aborde la question suffisamment? Certaines personnes souhaitent ajouter la discrimination en plus de l'intimidation. Et même si nous avons le libellé parfait, peut-être que le problème serait l'application. Autrement dit, les différents corps policiers, les procureurs de la Couronne et les autres acteurs impliqués dans les enquêtes et dans les accusations doivent connaître de fond en comble par rapport à ce qui constitue des menaces transnationales. Peut-être que le SCRS peut changer d'information, peut-être pas des exactitudes, mais d'expliquer les processus. Si je pense à la violence familiale ou conjugale, ça a pris 20 ans pour les agents policiers de savoir comment intervenir. Je songe maintenant aux aspects de formation pour les forces de l'ordre. Sénateur, c'est une question très importante. Nous n'en parlons pas dans notre examen. Notre examen porte en partie sur les mises en candidature et les courses à la chefferie. Il y a aussi le dossier Handong et l'ingérence étrangère dans 2 courses à la chefferie du Parti conservateur. Nous vous avons informé le plus possible sur des allégations, mais le Canada ne criminalise pas l'ingérence dans les processus de mise en candidature. Le projet de loi C-70 permettra de changer un peu la situation. Par le processus du C-70 et peut-être par d'autres mesures, nous voulons réduire les vulnérabilités, car nous avons été confrontés à des renseignements indiquant que les processus de mise en candidature et des courses à la direction sont très susceptibles à l'ingérence étrangère. Il faudra peut-être avoir une discussion d'adultes pour pouvoir resserrer les mesures, pour avoir une plus grande confiance envers le processus. J'aimerais pouvoir vous donner plus d'informations par rapport à votre question, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire.
J'aimerais ajouter un élément.